Et si la lumière s'éteignait pour de bon en Afrique, ou s'y rallumait pour tous? Imaginez un instant le Burkina Faso. Ce pays enclavé, aux portes du Sahel, où la chaleur du soleil tape sur les toits de tôle des villages, où la savane se mêle au désert, et où chaque lever de soleil apporte une nouvelle journée d'incertitude. Ici, l'accès à l'électricité reste un luxe. Pour la plupart des Burkinabés, la nuit tombe bien avant que le soleil ne disparaisse derrière l'horizon, parce que le réseau électrique ne suit pas, parce que les coupures sont la norme, parce qu'à peine 22% de la population a la chance de pouvoir allumer une ampoule, recharger un téléphone ou conserver des aliments au frais. Dans ce contexte, une question se pose. Comment un des pays les plus pauvres et instables du monde, frappé par la pauvreté, l'insécurité et les crises politiques à répétition, pourrait-il devenir le laboratoire d'un modèle énergétique que le monde entier commence à observer de près? En septembre 2022, alors que le peuple burkinabé est à bout de souffle, fatigué par l'insécurité et l'immobilisme économique, un jeune militaire de moins de 35 ans, Ibrahim Traoré, s'empare du pouvoir. Peu de temps après, il fait une annonce qui va bouleverser les attentes, pas seulement au Burkina, mais bien au-delà des frontières africaines. Au cœur de Ouagadougou, la capitale bourdonnante où le bruit des groupes électrogènes couvre souvent les conversations à la nuit tombée, il dévoile un projet d'énergie renouvelable d'une ampleur jamais vue sur le continent. Ce projet n'est pas une promesse vague, ni une déclaration grandiloquente destinée à finir dans les archives des discours oubliés. Non, il est déjà lancé, totalement financé, et il s'appuie sur une alliance improbable qui bouscule tous les scénarios classiques. Oubliez la dépendance envers la Banque mondiale ou le FMI. Traoré a su attirer près de 8 milliards de dollars d'investissements directs, sans passer par les canaux habituels de l'aide occidentale. Chinois, Émiratis, Qataris et même des entreprises européennes de l'énergie verte ont dit oui. Chacun y voit un intérêt stratégique, mais tous convergent vers ce pari africain inédit. Concrètement, le plan est titanesque. 15 centrales solaires réparties dans les 13 régions du pays, exploitant l'un des ensoleillements les plus puissants du monde. 6 fermes éoliennes dans le nord, où le vent souffle inlassablement. Des unités de biogaz qui transforment les déchets agricoles en énergie. Une technologie de stockage de pointe, financée par le Moyen-Orient, pour garder l'électricité quand le soleil se couche ou que la demande explose. Même les fleuves saisonniers seront mis à contribution grâce à des microcentrales hydrauliques pour tirer le meilleur de chaque goutte d'eau. Résultat, plus de 2500 MW d'énergie propre qui pourraient, à terme, alimenter non seulement les grandes villes, mais aussi les villages les plus reculés, où la lumière n'a jamais brillé autrement qu'à la flamme d'une bougie. Mais ce qui intrigue le monde entier, c'est la rupture de ce projet avec l'ancien récit du paternalisme occidental et de l'aide sous conditions. Pour la première fois, le Burkina Faso dessine une trajectoire souveraine. Sortir de la misère énergétique, tout en créant des emplois, en formant ses propres ingénieurs et en s'ouvrant à de nouveaux partenaires. Si cela réussit, ce sont des millions de vies qui pourraient changer et un modèle qui pourrait inspirer toute l'Afrique à rompre avec la dépendance. Mais le pari est risqué. Si le projet échoue, ce sont les stéréotypes de mauvaise gouvernance et de stagnation qui seront renforcés, fermant la porte à d'autres ambitions. Si la lumière ne s'allume pas pour de bon, c'est l'ombre de la pauvreté qui s'étendra encore. Alors, comment ce pays, que beaucoup pensaient condamné à l'obscurité, est-il en passe de devenir le terrain d'expérimentation d'une nouvelle souveraineté énergétique? Pour comprendre ce défi et ce bouleversement, il faut revenir sur l'histoire récente du Burkina Faso et sur la vision qui anime Ibrahim Traoré. Comment un pays en guerre, sans accès à la mer, frappé de plein fouet par la pauvreté et l'insécurité, peut-il rêver d'électricité pour tous? Le Burkina Faso, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest d'environ 22 millions d'habitants, n'a pas souvent fait la une des médias pour ses exploits économiques ou technologiques. Ici, la réalité a longtemps été dramatique. Enclavé, sans ressources majeures, le pays subit depuis près d'une décennie les assauts de groupes armés affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Près de 2 millions de personnes ont dû fuir leur village,
des milliers ont perdu la vie, et l'État, déjà fragile, a vacillé sous le poids d'une crise humanitaire sans précédent. Dans ce contexte, l'électricité n'est pas seulement un luxe, c'est un rêve lointain pour la majorité. À Ouagadougou, la capitale, les quartiers plongent régulièrement dans l'obscurité. Dans les zones rurales, la lumière artificielle relève du miracle. Pendant des années, les gouvernements successifs du Burkina Faso ont promis le changement. Ils ont promis la sécurité, la croissance, l'emploi pour la jeunesse. Mais chaque fois, les mêmes résultats, déception, frustration et une jeunesse de plus en plus en colère, voyant s'éloigner l'espoir d'un avenir meilleur. C'est dans cette atmosphère de lassitude et d'urgence qu'émerge une nouvelle figure, surprise par sa jeunesse et sa sincérité. Le capitaine Ibrahim Traoré. En septembre 2022, alors âgé de 34 ans, il prend le pouvoir à la tête d'un groupe d'officiers militaires. Beaucoup, au départ, redoutent un scénario déjà vu. Un coup d'État de plus, des promesses de rupture, puis la reproduction des mêmes travers. Autoritarisme, corruption, immobilisme. Pourtant, très vite, Traoré marque sa différence. Il sillonne le pays, rencontre les déplacés dans les camps, écoute leurs récits sans protocole ni barrière. Il parle franchement de la misère, de la faim, de la peur. Surtout, il affirme vouloir rompre avec le passé. Fini les gouvernements composés uniquement de militaires ou d'apparatchiks. Il nomme des technocrates, des jeunes professionnels, des gens issus du terrain. Pour Traoré, l'accès à l'énergie n'est pas un volet parmi d'autres du développement. C'est la fondation sans laquelle rien n'est possible. Pas d'électricité fiable? Impossible d'industrialiser. Les usines s'arrêtent. Les investisseurs fuient. L'éducation stagne, car étudier après le coucher du soleil devient un défi. Les hôpitaux restent vulnérables, incapables de réfrigérer les vaccins ou de faire fonctionner les équipements vitaux. Même la sécurité dépend de l'énergie. Comment surveiller un territoire immense, gérer des bases avancées, si la lumière vient à manquer? Dans ces conditions, chaque coupure d'électricité équivaut à un renoncement collectif à l'avenir. Traoré sait de quoi il parle. Lui-même a grandi dans une famille modeste, dans un village où la lampe à pétrole et le feu de bois étaient le seul éclairage. Il raconte, non sans émotion, comment il récitait ses leçons à la lumière vacillante d'une flamme, comment sa mère cuisinait chaque repas dans la fumée, et comment la vie de tout un village s'organisait autour du lever et du coucher du soleil. Ce sont ces souvenirs, ces réalités partagées par des millions de Burkinabés qui forgent sa conviction. Sans accès massif et fiable à l'électricité, il n'y aura pas de santé, pas d'éducation, pas d'emploi, pas de dignité retrouvée. Mais l'histoire récente du Burkina Faso est celle de promesses non tenues. Depuis l'indépendance, le pays a trop souvent été considéré par la communauté internationale comme un éternel assisté, un terrain d'actions humanitaires ou de prêts conditionnés par les grandes institutions occidentales. Derrière chaque projet, chaque annonce, la même dépendance, les mêmes contraintes imposées de l'extérieur, les mêmes exigences d'austérité qui étouffaient l'élan local. Et au final, trop peu de résultats concrets. La lumière continue de manquer, les villages restent dans l'ombre, et la jeunesse rêve toujours d'ailleurs. C'est pourquoi l'ambition de Traoré frappe fort. Pour lui, la souveraineté énergétique, c'est la clé de tout. Mais le pari est immense et risqué. Car sans accès fiable à l'électricité, tous les autres espoirs ne sont qu'illusions. On ne sort pas de la pauvreté dans le noir. On ne bâtit pas une démocratie sur l'insécurité énergétique. On n'attire pas d'investisseurs étrangers si l'alimentation électrique menace de s'effondrer à tout moment. L'enjeu, pour le Burkina Faso, est donc vital. Réussir, c'est changer de destin. Échouer, c'est conforter tous les stéréotypes sur l'Afrique dépendante et mal gouvernée et refermer brutalement la porte à de futurs projets d'envergure. Mais alors, en quoi consiste précisément ce projet titanesque? Pourquoi suscite-t-il, à la fois, tant d'espoir et de scepticisme, au Burkina Faso comme partout sur le continent? Un plan digne des grandes puissances, conçu au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Imaginez, 15 fermes solaires géantes, réparties sur tout le territoire burkinabé, capables à terme de produire 2000 mégawatts d'électricité,
soit plusieurs fois la capacité actuelle du pays. À cela s'ajoutent 6 parcs éoliens, stratégiquement installés dans le nord, pour générer 500 MW supplémentaires. Et ce n'est pas tout. Des installations de biogaz, utilisant les déchets agricoles locaux, viendront compléter le dispositif, sans oublier des microcentrales hydroélectriques sur les rares cours d'eau pérennes du pays. Pour garantir l'approvisionnement jour et nuit, même lors des pics de consommation ou des intempéries, des batteries de stockage de pointe, importées du Moyen-Orient, seront déployées partout où c'est nécessaire. Bref, c'est une véritable révolution énergétique sur tous les fronts, pensée pour desservir aussi bien les grandes villes que les villages les plus reculés, là où l'électricité relève encore de l'utopie. Ce qui frappe, au-delà de l'ampleur technique, c'est l'audace du montage financier. 8 milliards de dollars, levés principalement grâce à des investissements directs et non via des emprunts qui auraient alourdi la dette du pays. On parle ici d'une coalition inédite. La Chine fournit les panneaux solaires bifaciaux et l'ingénierie, profitant de son avance mondiale dans le secteur. L'Europe, elle, intervient sur les logiciels intelligents de gestion de réseau, la formation des techniciens africains et le contrôle qualité. Du côté du Moyen-Orient, ce sont surtout les batteries de stockage et une expertise dans la gestion de grands projets d'infrastructure qui sont apportés. Ce trio, sino-eurasiatique, au lieu de s'affronter comme on le voit ailleurs, choisit de collaborer sur le terrain burkinabé. Et l'État, lui, garde la main. Pas de privatisation sauvage, pas de mainmise étrangère sur les actifs stratégiques. Mais il y a plus. Le projet ne s'arrête pas aux frontières. Ibrahim Traoré a affirmé sa volonté de partager plans techniques, schémas de gouvernance et retours d'expérience avec les voisins, Mali, Niger, Sénégal, pour faire de ce modèle une référence régionale. Une première dans l'histoire énergétique du Sahel, souvent marquée par la concurrence ou la méfiance entre États. L'objectif est clair, créer un effet domino pour que l'accès à l'électricité devienne la nouvelle norme et non l'exception. Sur le terrain, l'impact potentiel est immense. Non seulement les populations locales bénéficient d'emplois lors de la construction des sites, mais elles reçoivent aussi, une fois les installations opérationnelles, 5% des ventes d'électricité via des fonds de développement communautaire. Une manière très concrète de s'assurer que la richesse créée ne disparaisse pas dans les circuits opaques, mais serve directement à financer des écoles, des dispensaires, des forages ou de petites entreprises. C'est aussi une réponse aux critiques fréquentes sur les grands projets africains, accusés de profiter d'abord aux investisseurs ou aux élites, sans retombées tangibles pour la population. La stratégie d'Ibrahim Traoré va plus loin. Il part du principe que développement et sécurité sont indissociables. C'est particulièrement visible dans le choix de continuer à investir dans les régions du Nord, malgré la présence persistante de groupes armés. Pour le président burkinabé, électrifier ces zones marginalisées est un levier aussi puissant que n'importe quelle opération militaire. Pourquoi ? Parce que, comme il le dit lui-même, l'obscurité nourrit la pauvreté et le désespoir, terreau idéal pour les extrémistes. Apporter la lumière, l'électricité, des emplois et de l'espoir, c'est offrir une alternative concrète à la radicalisation, permettre aux jeunes de rêver d'un avenir ailleurs qu'une Kalachnikov à la main. Ce pari, il faut le dire, n'est pas sans risque. Protéger les chantiers dans les zones hostiles exige des moyens importants, et la sécurité des ouvriers et des infrastructures reste une préoccupation quotidienne. La formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée représente un autre défi de taille. Il ne s'agit pas seulement d'installer des panneaux, mais de créer des filières entières de techniciens, d'ingénieurs, de gestionnaires capables de faire vivre le système sur le long terme. Sans oublier les risques de corruption, de détournement de fonds ou d'intégration technique difficile, surtout dans un pays où les infrastructures de transport sont encore limitées. Chaque étape, chaque avancée, sera scrutée par les partenaires comme par les détracteurs, au Burkina comme à l'international. Parce qu'il faut bien le dire, la réussite de ce projet pourrait transformer l'image du Burkina Faso, et bien au-delà. Si le pari est gagné, le pays pourrait attirer des investisseurs du monde entier, inspirer ses voisins et prouver que l'Afrique peut inventer ses propres solutions, loin du carcan de la dépendance et du paternalisme. Mais si le projet échoue, il risque de renforcer le discours sceptique.
celui qui juge les États africains incapables de gérer des ambitions à cette échelle, de résister à la corruption ou de garantir la pérennité des investissements. Au final, la question n'est plus seulement combien de mégawatts seront produits, ni combien de kilomètres de câbles seront posés. Ce qui se joue, c'est un véritable changement de paradigme, une chance de réécrire le récit du développement africain et de replacer le Burkina Faso sur la carte des nations qui comptent. Reste à savoir comment ce pari va transformer, concrètement, la vie quotidienne des Burkinabés. Car au-delà des chiffres et des discours, que pourrait signifier ce projet pour chaque foyer, chaque village, chaque jeune du pays? Un rêve lointain ou une nouvelle réalité pour des millions de familles? C'est la question que tout le Burkina Faso, et peut-être même l'Afrique entière, se pose en observant ce projet titanesque d'énergie renouvelable. Parce que, derrière les chiffres, les promesses politiques et les débats géopolitiques, il y a d'abord une transformation humaine, profonde, à la mesure des vies qu'elle pourrait bouleverser. Imaginez Aminata. Elle n'est pas une héroïne de roman, mais le visage quotidien de milliers de Burkinabés. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, elle part, bidon à la main, chercher de l'eau à plus de 2 kilomètres du village. Une corvée exténuante, répétée jour après jour. Puis, il faut ramasser du bois pour cuire le repas, s'exposer à la fumée toxique, abîmer sa santé et celle de ses enfants, tout en contribuant, sans le vouloir, à la déforestation qui rend ces terres toujours moins fertiles. Le soir, c'est à la lumière vacillante d'une bougie que les enfants essaient de lire, leurs études constamment interrompues par l'obscurité. Et si un petit tombe malade? Même le centre de santé du village n'a ni réfrigérateur pour les vaccins, ni matériel médical moderne. Pour Aminata et tant d'autres, ce n'est pas la noblesse de la pauvreté, c'est un frein à chaque aspérité de la vie. Un quotidien qui use, qui limite, qui enferme. Mais maintenant, imaginez que l'électricité arrive enfin. Le changement est immédiat, palpable. Un simple robinet à la maison, libérant Aminata de la corvée d'eau. Des plaques de cuisson électriques qui rendent la cuisine plus saine, la maison plus sûre. Les enfants qui, enfin, peuvent continuer à apprendre après la tombée du jour, rêver d'un avenir différent, d'un métier, d'une place dans le monde. Le centre de santé qui peut stocker des vaccins, utiliser des équipements fiables, sauver des vies au lieu de regarder l'inévitable. Et puis, lentement, de nouvelles opportunités. Un tailleur qui branche sa machine à coudre, une vendeuse qui garde ses produits au frais, un salon de coiffure qui s'équipe. Ce sont des centaines de petites activités qui voient le jour. L'entrepreneuriat local qui prend racine, la dignité retrouvée, l'espoir qui renaît. L'électricité n'est pas juste une commodité, c'est un multiplicateur de prospérité. C'est l'émancipation des femmes, qui ne perdent plus des heures à puiser de l'eau ou ramasser du bois. C'est la santé, car la pollution intérieure recule et les soins deviennent fiables. C'est l'éducation, parce que chaque heure de lumière compte dans la construction d'un futur. C'est l'économie tout entière qui s'anime, brisant le cycle de la dépendance et ouvrant la voie à une croissance portée par les Burkinabés eux-mêmes. Mais le pari d'Ibrahim Traoré ne s'arrête pas là. En choisissant de bâtir ce réseau sur le solaire, l'éolien, le biogaz, l'hydroélectricité, le Burkina Faso refuse de répéter les erreurs des pays industrialisés. L'Afrique, responsable de moins de 4% des émissions mondiales de CO2, mais première victime du dérèglement climatique, montre ici qu'elle peut refuser ce progrès qui détruit l'avenir. Car le pays subit déjà la désertification. Chaque année, le Sahara grignote un peu plus les villages, les saisons des pluies deviennent imprévisibles, les récoltes s'effondrent. Miser sur une énergie propre, c'est aussi un acte de résistance, une manière de dire au monde « Nous pouvons viser la prospérité sans sacrifier notre terre, ni notre futur ». C'est là toute la portée symbolique de ce projet. Si le Burkina Faso réussit, il prouvera que même dans la pauvreté, l'instabilité et l'urgence sécuritaire, il est possible de choisir une voie nouvelle, où développement et durabilité avancent main dans la main. Cette réussite ouvrirait la porte à de nouveaux investissements, inspirerait d'autres nations africaines et surtout
offrirait une alternative crédible à la fatalité qui pèse trop souvent sur le continent. Bien sûr, l'enjeu est colossal, car si ce pari échoue, si l'électricité promise n'arrive pas, si la corruption ou l'insécurité font capoter le projet, ce seront tous les vieux stéréotypes de l'Afrique incapables de se relever seuls qui referont surface. La déception serait immense, et la fenêtre d'espoir peut être refermée pour longtemps. Alors, la question désormais, c'est: Ibrahim Traoré saura-t-il tenir la barre, protéger ce rêve fragile et surmonter les obstacles immenses qui se dressent devant lui? Au-delà du Burkina Faso, une feuille de route pour l'Afrique et les pays émergents. C'est la grande question qui se pose alors que le projet d'énergie renouvelable d'Ibrahim Traoré entre dans sa phase décisive. Car ce qui se joue ici dépasse de loin les frontières du Burkina. C'est tout un modèle de développement, une alternative à la dépendance chronique qui se dessine. Pourquoi ce pari burkinabé intrigue autant? Parce qu'il repose sur plusieurs facteurs rares sur le continent. D'abord, un leadership résolument audacieux. Traoré ne s'est pas contenté de rêver en grand. Il a su rassembler un financement hybride, associant capitaux chinois, investissements du Moyen-Orient et savoir-faire européen, tout en refusant les prêts conditionnés qui ont souvent étranglé les États africains. Ce refus de l'endettement toxique, c'est une rupture. Ici, pas question de brader la souveraineté pour un peu d'électricité. Et surtout, le projet n'est pas piloté en vase clos. Les plans sont partagés, la volonté est claire. Que ce modèle inspire l'Afrique de l'Ouest, que d'autres pays s'emparent de cette feuille de route pour sortir, eux aussi, du cercle vicieux de la pénurie énergétique. Mais attention, cette ambition ne masque pas les écueils. Les défis sont réels et multiples. Le manque de compétences locales d'abord, la construction, la maintenance, la gestion technique de ces infrastructures nécessitent des ingénieurs, des techniciens, des gestionnaires formés. Le gouvernement a lancé des partenariats avec les universités africaines et internationales pour accélérer la formation, mais développer un vivier de talents exige du temps, de l'argent, une vraie vision. Ensuite, la corruption. Chaque gros projet est une tentation pour les réseaux qui profitent des marchés publics. Traoré affiche un discours intransigeant, mais sera-t-il capable de maintenir la transparence et la rigueur sur la durée? Il y a aussi l'insécurité. Dans un pays où des groupes armés opèrent, chaque site solaire, chaque colonne de pylônes électriques peut devenir une cible. Et puis, il y a la logistique. Comment acheminer des équipements sensibles sur des routes défoncées, dans des régions parfois coupées du reste du pays? Sans compter l'intégration de ces énergies renouvelables à un réseau électrique vétuste, parfois surchargé. Le risque est immense, mais la valeur d'exemple l'est tout autant. Si ce projet voit le jour, si même la moitié des objectifs sont atteints, alors oui, le Burkina Faso offrira une feuille de route crédible à toute l'Afrique. Il démontrera qu'il est possible de transformer son destin sans répéter les erreurs du Nord, sans sacrifier son futur environnemental. Cela prouvera que la souveraineté et l'innovation ne sont pas des slogans, mais des leviers réels pour sortir de la pauvreté et attirer des investissements sur des bases saines. À l'inverse, si l'aventure tourne court, si elle s'effondre dans les scandales, les retards ou l'insécurité, ce sont tous les sceptiques qui triompheront. Les financiers hésiteront, les institutions se replieront, la fenêtre de l'industrialisation verte pourrait se refermer pour des années. En définitive, c'est bien plus qu'une centrale solaire ou un réseau électrique qui se joue. C'est le récit même du développement africain, entre soumission aux modèles imposés et conquête d'une souveraineté assumée. Le monde a désormais les yeux rivés sur le Burkina Faso. Est-ce la naissance d'un nouveau modèle ou une désillusion de plus? La suite, c'est dans un instant. Le destin énergétique de l'Afrique s'écrit aujourd'hui au Burkina Faso. Serez-vous témoin ou acteur? Car ce qui se joue ici dépasse largement les frontières d'un seul pays. Ce projet d'énergie renouvelable n'est pas qu'une prouesse technique. C'est un pari immense, une démonstration en temps réel que la technologie, la volonté politique et l'audace peuvent ensemble transformer la vie de millions de personnes. Imaginez une terre souvent plongée dans l'obscurité, des villages où l'on s'éclaire encore à la bougie, des hôpitaux qui voient leurs machines s'arrêter faute d'électricité,
des écoles où l'avenir s'écrit à la lueur vacillante d'une lampe. Aujourd'hui, un cap a été franchi. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme trop pauvre, trop instable ou trop marginal pour qu'on lui accorde une chance, ose changer la donne. Derrière les discours et les annonces, des panneaux solaires s'installent, des éoliennes s'élèvent, la promesse de lumière et d'espoir commence à prendre forme. Ibrahim Traoré et ses partenaires, venus de Chine, du Moyen-Orient et même d'Europe, ont su rassembler les ressources et les financements, sans se plier aux exigences des donateurs habituels. Ils proposent une voie souveraine, africaine, résolument innovante. Mais rien n'est joué d'avance. Le risque d'échec plane toujours. Si ce projet trébuche, corruption, problèmes techniques, insécurité, il renforcera tous les clichés tenaces sur l'Afrique, refermant la porte à d'autres initiatives audacieuses. Mais s'il réussit, c'est tout un continent qui en tirera des leçons, qui osera à son tour prendre des risques, investir, croire en la force de sa propre vision. Voilà pourquoi chaque voix compte. Suivre, partager, commenter, c'est déjà s'engager. C'est montrer que cette histoire mérite d'être connue, discutée, soutenue. Parce que la transformation énergétique du Burkina Faso, c'est aussi celle de l'Afrique, et finalement, celle d'un monde qui cherche d'autres chemins vers la prospérité durable. Alors, si vous croyez que l'avenir ne se limite pas au modèle d'hier, que les solutions peuvent jaillir là où on les attend le moins, n'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et dites-nous en commentaire si, selon vous, l'expérience burkinabé peut vraiment changer la donne. L'histoire est en marche, et ensemble, nous pouvons la suivre, l'amplifier, et qui sait, y prendre part.